Morgan Labarre, il est historien de l'art contemporain et enseignant-chercheur. Il est, je suis très contente de l'accueillir, il est l'auteur d'un très beau livre à paraître aux Presses du Réel en 21 ou 22, qui s'appelle La gloire de la bêtise, régression et superficialité dans les arts depuis les années 80. C'est un livre voilà, que je vous recommande, même s'il n'existe pas encore, qui fait l'hypothèse de l'invention d'une nouvelle forme d'art à la fin du XXe siècle. C'était en gros la thèse d'histoire de l'art de Morgan à Paris 1. L'invention donc d'une nouvelle forme d'art à la fin du XXe siècle qui s'appelle donc l'art bête, qu'on pourrait appeler l'art bête, dont Morgan retrace à la fois l'histoire, l'esthétique, les relations avec la culture populaire, notamment américaine, et les relations avec le marché de l'art. Voilà, c'est un livre assez drôle, comme le sujet y invite, et en même temps avec beaucoup de suggestions profondes pour lire les pratiques d'art contemporain. Alors, il est en ce moment chargé de cours au département d'Histoire et Théorie des Arts de l'École normale supérieure à Paris et boursier de la Terra Foundation for American Art. Voilà, je le dis parce que ça fait partie des choses qui appuient le travail, alors qui le finance, je crois officiellement, pour regarder des émissions télévisées stupides et écrire sur leur relation avec les pratiques artistiques californiennes dans les années 70, comme quoi ça peut être une pratique de carrière en histoire de l'art. Voilà. Aujourd'hui, il va donc nous parler de destruction sous l'angle de la bêtise, qui est sa spécialité, avec un titre donc, que vous avez vu et dont je suis personnellement heureuse qu'il figure dans notre programme, tout casser et faire caca sur ses jouets. Et ben Morgan, je te laisse la parole. Merci beaucoup Emma pour cette belle introduction qui me touche beaucoup. Alors, je suis en train d'essayer de jongler avec mes écrans encore une dernière fois. Alors là, on voit plus qu'un quart de ton écran. Mais là, vous le voyez? Non, attendez. Hop. Hop. Est-ce que là, je crois que je suis bon là. Là, vous voyez le PowerPoint. On voit tout. C'est fantastique. C'est exactement ce que je voulais faire. Très bien. Eh ben, je démarre. Je vais essayer de, bon, je vais essayer de pas être trop long pour qu'on puisse avoir un peu de temps pour discuter et traverser pas mal d'œuvres avec lesquelles j'ai beaucoup évolué. J'ai passé donc plusieurs années, hein, celle où je faisais ma thèse, et on va traverser un petit peu tout ça au prisme de la question de la destruction. Alors, ce que je voudrais explorer ici, c'est un mode particulier de la destruction ou du vandalisme, qui serait celui de l'enfant qui casse ses jouets, qui détruit son château de sable, qui barbouille les murs du salon, qui détruit tout délibérément. La rage infantile est levée au rang de processus créatif. Alors, donc, dans les quelques images, hein, pour commencer, puisqu'on va parler d'excréments, je voulais avoir les différents bouts de mon intervention avec Paul McCarthy et ses excréments géants gonflables dans les années 2010. Mais en fait, la pratique du rapport à l'excrément chez McCarthy, elle est beaucoup plus ancienne, puisque Shit Face Painting, c'est une vidéo qui date de 1974, dans laquelle, en fait, c'est pas vraiment des excréments qui se met sur la tête, puisque, comme il le dira plus tard, la moutarde, ça peut être de la merde, le chocolat, ça peut être de la merde, et donc ces éléments-là ont une fonction en fait symbolique. C'est très rare qu'il y ait du réel excrément, mais ce qui va nous intéresser, c'est la posture de l'artiste qui se fait l'enfant, qui défèque sur ses jouets. Alors il y a quelque chose de jouissif dans le fait de tout casser, mais justement, d'ordinaire, cette rage destructrice, cette rage qui vise à casser, à défaire la forme, à défaire les choses qui tiennent, qui se tiennent entre elles, elle est canalisée et encadrée, et elle est tout au mieux limitée à certains espaces. Des espaces à part où l'on peut exprimer la destruction sur un mode ludique, des espaces en marge du monde social, justement destinés à ce que s'expriment les pulsions de destruction
sans qu'on nuise trop à l'ordre social, à l'ordre politique, à l'ordre économique. Donc on peut penser, aux jeux de massacre dans les fêtes foraines, au chamboule-tout, et moi j'ai aussi pensé à cet épisode de l'île des plaisirs ou l'île aux enfants dans Pinocchio, le Pinocchio de Walt Disney, avec la scène de la maison dans laquelle on détruit tout et où on voit les meubles être jetés par la fenêtre. C'est les images du haut, Pinocchio une hache à la main et le personnage de Crapule, il est ici en bas à droite, devant un tableau qui s'avère être donc la Joconde avec un graffiti, et il s'apprête à jeter une brique pour casser un vitrail. Si on régresse encore plus loin, disons à un stade antérieur dans la vie de l'enfant, on a les épisodes de destruction de ses propres jouets, pas seulement des meubles à l'extérieur. Donc, il donne une partie de son titre à ma proposition d'aujourd'hui. Et ce qui va donc m'intéresser, je le disais, c'est le modèle de l'enfant destructeur réapproprié par les adultes ou réinterprété par les adultes. Et donc, les questions que je vais essayer de poser, c'est se demander ce que nous enseignent ces figures de la régression, s'il y a des modèles à aller y chercher, si ces rages infantiles, elles peuvent être émancipatoires ou pas, et comment passer aussi d'un registre psychologique, du registre d'une économie libidinale, à un registre plus politique, celui du vivre ensemble. Donc, en d'autres termes, quelles leçons pouvons-nous tirer des barbouillages, des pataugements et autres destructions infantiles? Je vais faire on m'entend bien, tout va bien? Oui, Impeccable. Je vais faire un petit rappel pendant quelques minutes, là, un petit rappel historique sur le motif de l'innocence enfantine dans l'art moderne et le modèle que constitue le dessin d'enfant. C'est un petit peu théorique, je vais essayer d'aller vite, pour ensuite plonger dans la destruction et la violence chez Paul McCarthy et Mike Kelley, toujours en lien avec cette question de l'enfance, où on casse tout et où on fait caca sur ses jouets. Et si j'ai le temps, je prolongerai très rapidement avec les pratiques de défiguration graphique chez Mike Kelley, mais aussi chez d'autres artistes plus contemporains, les frères Chapman. Je verrai en fonction du temps. Je vais enlever Pinocchio parce que ça va nous distraire un tout petit peu. Le modèle du dessin d'enfant, ça va vraiment être un modèle extrêmement important pour les artistes du début du XXe siècle. Par exemple, en 1902, Derain écrit à Vlaminck: «Je voudrais étudier les dessins de Gosse, la vérité y est, sans doute». 1903, l'année suivante, c'est Paul Klee qui redécouvre dans un grenier ses propres dessins d'enfant lorsqu'il avait 3 ou 4 ans et qui dit que c'est ceux-là dont il est le plus fier. Ils sont, je le cite, ils sont au plus haut point, pleins de style et d'aspect naïf, j'en suis très fier. Donc il y a une tendance au début du XXe siècle à mythifier la créativité de l'enfant par les artistes modernes. C'est une tradition qui remonte à Baudelaire, hein, à Charles Baudelaire, avec cette citation qu'on connaît, qui est: «Le génie, c'est l'enfance retrouvée à volonté». Et il y a deux versants de cette mystique de l'enfance. D'une part, ce qu'un historien de l'art qui s'appelle Emmanuel Pernoud a appelé l'enfance abstraite et pédagogique des avant-gardes. C'est le modèle où la créativité de l'enfant, ce serait l'esprit clair qui ordonne les formes simples. Et ça va être le modèle prisé par les artistes du Bauhaus, notamment. Hein, Bauhaus qui veut dire maison de construction. Et donc, on pense aux jouets de construction des enfants, les formes géométriques simples, etc. Et dans cet imaginaire, l'enfant, ce serait un modèle de discipline, joyeux, constructif, etc. Donc, l'enfance constructiviste d'une partie des avant-gardes. Mais dans le même temps, il y a ce que ce même historien d'art, Emmanuel Pernoud, a appelé l'enfance barbare, qui fascine notamment les artistes surréalistes, exactement au même moment. Et il y a un texte très célèbre de Georges Bataille, en 1930, dans la revue Document, où il parle à ce sujet de la barbarie du barbouillage. Il parle de souillure, et il donc, parle d'un enfant destructeur. Donc on a voilà, d'une part l'enfant destructeur et de l'autre l'enfant plutôt constructiviste. Et c'est cet enfant qui détruit, c'est pour Georges Bataille vraiment l'archétype de l'artiste qui retrouve les énergies pulsionnelles, les énergies vitales, les énergies
première. Et c'est là qu'en fait, je vais en venir aux années 60, je fais un grand saut dans les années 70-80. Le rapport à l'enfance se reconfigure. Le rapport à la destruction enfantine, à l'enfant qui serait barbare, change et se reconfigure. C'est-à-dire que c'est plus l'enfance dans son versant sauvage, ça va être l'enfance dans son versant plutôt bête, régressif, qui va faire office d'antidote aux normes et aux pressions du monde social. Ça, c'est quelque chose sur quoi je reviendrai. Le recours à l'enfance, c'est une manière d'échapper aux pressions du monde social, au monde des responsabilités adultes, au monde de l'efficacité, au monde de la rentabilité. Et cette enfance de la préadolescence ou de l'âge bête, elle n'a ni le charme de la naïveté, ni le parfum un peu sulfureux de la violence, de l'enfance barbare, du pervers polymorphe selon Freud, etc., etc. Elle va plutôt générer de l'inconfort et de l'embarras chez les adultes. C'est pour ça que j'utilise le qualificatif bête pour en parler. Alors avant d'en venir à Paul McCarthy, qui est un peu un de mes chouchous, je voulais parler d'un duo de performeurs qui sont très régressifs eux aussi, qui jouent les grands enfants, qui s'appellent les Keeper Kids. Les Keeper Kids, ce sont donc ces deux performeurs qui ont connu un succès assez notable à Los Angeles dans la deuxième moitié des années 70. Et je vous lis le texte d'un critique qui écrivait dans les années 80 pour décrire leur pratique, critique de l'undergrad new-yorkais, qui est Sécart. Donc je le cite. Ils formaient un couple légendaire et se frappaient tour à tour violemment pendant un spectacle hilarant, débridé, dangereux et grivois. En début de carrière, lorsqu'ils faisaient des tournées à travers l'Europe, ils montaient sur un ring de boxe, commençaient par des frasques, leurs cérémonies ritualisées, en sortant de la nourriture de leur valise, en l'accrochant à des poulies. Ils absorbaient un quart de bouteille de whisky par spectacle, dont le clou consistait à ce que l'un des keepers donne un violent coup de poing dans le visage de l'autre jusqu'à ce qu'il saigne. Plus tard, dans les années 70, ils abandonnèrent ces fins de spectacle en forme de pugilat anarchique, mais conservaient toujours une approche outrancière et volontairement choquante, en incluant des farces scatologiques, comme se recouvrir mutuellement les fesses de chocolat. Ils parvenaient toujours à créer une ambiance de violence latente. Fin de citation. Alors, vraiment régressive à souhait, hein. Les performances des Keeper Kids donc, consistent en des combats de nourriture. Ils sont en général costumés assez ridiculement, soit en tutu, comme ici, soit en jockstrap. Ils alternent pardon, parfois dans leur présentation. Et ils incarnent ce personnage absolument incontrôlable qu'ils appellent Harry Keeper, qui est leur persona de performeurs, le masque de performeur, en repoussant régulièrement toutes les limites de la bienséance et en recourant, je vous le disais, régulièrement à des thèmes scatologiques. Une chose qui est intéressante, c'est qu'ils se produisent donc à Los Angeles dans les instituts d'art contemporain, à San Francisco, là on est à Berkeley, au musée d'art de l'université de Berkeley en 79, mais ils se produisent également dans des endroits qui sont des clubs où il y a également de la musique et de la musique punk, de la stand-up comédie, etc. C'est assez mélangé à ce moment-là, les propositions. Ah, je vous décris quand même l'une de leurs performances, qui est une autre qui est quand même assez formidable en 79 à la Vanguard Gallery à Los Angeles, avec une autre performeuse qui s'appelle Anna Bean, donc qui est décrit comme encore une fois un joyeux bazar, mais un joyeux bazar parfaitement maîtrisé, où ils vont littéraliser la chanson qu'est en train d'interpréter Anna Bean. Donc, par exemple, avec une bombe argentée, ils vont peindre des étoiles sur un tableau noir pendant qu'elle chante la chanson Blue Moon. Ils mangent de la salade, des tomates, dessinent des phallus au feutre sur le juste corps blanc d'Anna Bean, gobent des tranches de salami énormes, qui leur ont auparavant servi de parure décorative. Ils cassent des néons allumés, et donc ça finit en une espèce de carnaval grotesque, mais toujours très affecté
et cérémoniel. C'est-à-dire, c'est pas seulement du bazar et on casse tout comme dans L'île aux enfants de Pinocchio pendant 1 heure, parce que ça dure 1 heure. Il y a quelque chose de l'ordre de cérémonie extrêmement réglée dans ces propositions des Keeper Kids. Voilà, ça c'est la fin leur présentation au Berkeley Art Museum. Donc explosion de farine qu'ils balancent à la face du public qui s'est massé là. Alors c'est très intéressant la structure du musée. Ils sont en fait dans l'atrium et donc le public à l'extérieur. Je ne sais pas si c'était volontaire, mais ça crée l'impression d'une sorte d'arène au milieu de laquelle ils se battent, qui rend encore plus manifeste, hein, cette dimension de violence latente. Ils ont énormément de succès au point que le magazine Life, qui est un magazine à très très grand tirage aux États-Unis, leur consacre une double page. Donc vous voyez là tout ce qu'il y a de régressif, hein, ils sont couverts de peinture, de farine, d'aliments, dans toutes les photographies qui vont les représenter. Ils apparaissent dans le magazine High Performance, qui est un des magazines importants en Californie à l'époque, organisé par des artistes, qui est la parole donnée par les artistes aux artistes de la performance en quelque sorte. Et j'ai mis cette image parce que c'est beaucoup moins ludique et rigolo que les Keeper Kids. C'est un des points de contact ou de référence, c'est la pratique des actionnistes viennois. Et là, c'est une cérémonie d'Hermann Nietzsche, qui est l'un des grands représentants des actionnistes viennois, qui, eux, vont travailler la destruction de manière beaucoup plus radicale, avec des cadavres d'animaux, des sortes de cérémonies un peu ritualisées, etc., où la violence est très, très ritualisée, mais beaucoup plus sérieuse, en quelque sorte, hein. Je passe rapidement, mais ils ont une influence importante. Là, c'est la première livraison du magazine High Performance. Je montre simplement ces images-là parce que c'est un magazine assez important en Californie. Et aussi bien on a des représentations de, donc là, cadavres d'animaux éventrés pour la performance d'Hermann Nietzsche à Los Angeles, mais dans le premier numéro, c'était les performances féministes de Suzanne Lacey, donc cette performance qui s'appelle Cinderella in a Dragster. Donc tout ça pour dire qu'il y a des choses très différentes, hein, dans ce magazine. Et là, donc c'est le numéro 2 avec cet extrait, là, cette photographie du théâtre des orgies et des mystères d'Hermann Nietzsche. Vous voyez toute la dimension christique, rituelle, hein, qui est assez évidente. Et j'insiste là-dessus parce qu'en fait, les Keeper Kids participent à cette cérémonie, ils sont même figurants dans cette cérémonie, et enfin Nietzsche, Hermann Nietzsche va être une figure importante, ils vont le côtoyer jusqu'au moment où Hermann Nietzsche va rompre les ponts avec eux, après que les Keeper Kids lui ont fait tellement honte à table en se renversant de la nourriture sur la tête dans un restaurant qu'il décide d'arrêter de les fréquenter. Mais les Keeper Kids vont continuer à lui rendre hommage en intitulant lors de leur spectacle, lors de leur food cérémonie, comme ils les appellent, Hermann, du prénom d'Hermann Nietzsche. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, le côté farcesque, oui, parce que dans ce même numéro, pardon, d'High Performance, quelques pages après, on a les Keeper Kids, justement. Et une interview en détail des Keeper Kids. Et ce qui est très intéressant, c'est que leur rapport à la destruction, il est évidemment beaucoup plus farcesque, grand guignolesque, et il les éloigne en cela du mysticisme rituel et très affecté d'Hermann Nietzsche et des actionnistes viennois. Donc les Keeper Kids, ils incarnent vraiment ces figures d'adultes régressants à ce stade où on casse tout et où on abîme tout. Euh, Paul McCarthy, j'enchaîne presque sans transition, parce que je veux traverser un petit peu sa pratique. Euh, il est, avant d'être très connu pour le plug anal géant Place Vendôme, il y a quelques années, en 2014, il était en fait, McCarthy, il a surtout été, il s'est surtout développé sa pratique, il a développé sa pratique tout au long des années 70, qui est une pratique de performance. Il a fait l'essentiel de sa carrière sans être connu, ou en étant connu uniquement dans les cercles assez restreints de performance à Los Angeles. Et ce sont des performances très physiques
qui inclut souvent de la destruction et de la violence, et qui frise l'abjection. Avant de passer dans le registre du grotesque, il travaille plutôt le registre des limites et de l'abjection. Donc ça, c'est Whipping a Wall with and Window with Paint en 74. C'est une vidéo dans laquelle il va fouetter les murs de la galerie, de l'espace dans lequel il est, avec une couverture qu'il trempe dans un seau de peinture. Donc là, les images en rendent mal compte. Il faut regarder ces vidéos parce qu'il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'épuisement et de la rage lorsqu'il s'attaque au mur et aux fenêtres. C'est amusant d'ailleurs, on voit parfois les gens qui passent dans la rue et qui regardent ce qui est en train de se passer, s'interrogent un peu sur ce qui se fait à l'intérieur. Dans la catégorie quasi-destruction et régression, il y a cette vidéo qui est le penis brush painting, où il utilise son pénis comme pinceau. Alors évidemment, c'est une manière de réagir à toute la tradition de l'expressionnisme abstrait et de l'héroïsation virile du peintre dans la peinture abstraite américaine, et il en prend le contre-pied assez radical, de manière assez régressive. Dans Rocky, pardon, on est en 76, c'est l'année de sortie du film avec Sylvester Stallone, Rocky. Et donc là, il incarne pendant 10 minutes ce boxeur un peu fou avec un masque où il se tape lui-même avec les gants de boxe. Il sautille, il se tape lui-même. Et donc là, on est plutôt dans une forme d'autodestruction. Il se tape lui-même et par moments, avec ses gants de boxe, il se touche le sexe, il se masturbe, puis il continue à se taper lui-même. Il se tape vraiment jusqu'au moment où il perd. Il s'arrête au moment où il a pris trop de coups, il s'est donné trop de coups. Euh, Ça paraît un petit peu ridicule dit comme ça, et là encore, il faut vraiment regarder ces vidéos. On les trouve sur UbuWeb, euh, qui compile, qui recense énormément de performances et d'art vidéo. Je vous invite à les regarder. C'est très intéressant parce qu'il y a quelque chose de très anxiogène et de très fascinant dans cette proposition-là. Euh, Là, c'en est une autre qui s'appelle Hot Dog en 74, où il ingurgite et se bloc de hot dog dans la gorge. Je passe assez rapidement pour qu'on ait tout ça en tête, pour essayer je synthétiserai après. Sauce 1974, c'est encore une vidéo où là, il n'est pas du tout dans la destruction, mais il est dans quelque chose d'une érotique très très confuse du ketchup. C'est-à-dire il s'assoit là il est seul face à la caméra, il va mettre du ketchup dans le petit bol et se recouvrir le corps de ketchup, se toucher avec le ketchup. Et il y a quelque chose, c'est très fascinant c'est encore une fois, il faut les regarder en entier ces vidéos. La première fois que moi j'ai été confronté, que j'ai regardé en entier, je me suis retrouvé un peu scotché par ce qu'il y avait de fascinant dans quelque chose de l'ordre d'une érotique très confuse. Et, et finalement, c'était pas drôle, c'était pas régressif, c'était pas abject, c'était pas toutes ces choses-là avec lesquelles j'avais l'habitude de regarder le travail de McCarthy. C'était assez confusément érotique, mais d'un érotisme qui est pas du tout orienté sur un objet du désir ou sur des organes génitaux ou autre. Vraiment un- une érotique assez première, très confuse de l'indistinction dans ces recouvrements de ketchup. Et je voulais faire le grand saut avec les années 90, où là, l'utilisation du ketchup et le rapport à les vidéos performances de McCarthy vont être beaucoup plus violentes, et où on va être vraiment dans le registre de la destruction systématique. Bossy Burger, une sorte de parodie d'émission de télévision, c'est un personnage qui casse tout, maniaque, qui a l'air extrêmement violent, et donc qui est beaucoup plus angoissant. Et donc on passe d'un rapport finalement encore assez érotique, hein, même s'il est confus, au corps, à une vision très très sombre des pulsions et de la sexualité. Et ça, c'est ce qui caractérise l'une des grandes évolutions de la carrière de McCarthy. Oui, ça c'était simplement pour rappeler que Vienne n'est pas Los Angeles, c'est McCarthy qui le dit. Donc, rapporter son travail aux actionnistes viennois, ce qui a été la grande mode à une époque, en fait, c'est pas juste, c'est pas pertinent parce que
parce que Vienne, c'est pas Los Angeles, et que le sang, c'est pas le ketchup, ou que le ketchup, c'est pas le sang, et qu'un substitut, c'est pas la substance réelle, évidemment. Et donc, ça change complètement, et ça permet un autre rapport au grotesque, pardon, ça nous éloigne de l'extrême sérieux des actionnistes viennois. Donc, une vidéo en plein dans ce style grand guignolesque, outrancier et très destructeur de Paul McCarthy, c'est Painter, où il incarne un peintre complètement torturé, qui va détruire ses toiles, se couper les doigts, tout éventré à coups de pinceau géant. Elle est dans les collections du Centre Pompidou, cette vidéo, et elle est importante parce que c'est la première intervention de Paul McCarthy au MoMA de New York, alors qu'il a 55 ans, hein, donc c'est pas un jeune artiste, hein, à ce moment-là. Et c'est là que sa carrière internationale décolle complètement. Voilà, d'autres images de la vidéo Painter qui, elle encore, dure à peu près 1 heure environ. Critique de la mystique de l'artiste génial, de l'expressionnisme abstrait, mais aussi du monde de l'art, critique des figures de collectionneurs, critique des figures de galeristes. Je passe sur ces détails-là. Et j'en viens à donc, cette photo qui était ma photo inaugurale, et qui est le, le, le- qui a donné le titre aussi à ma proposition. Et je voulais là m'intéresser plus directement à la question du jouet, et du jouet malmené ou du jouet abîmé. Abîmer le monde de l'enfance, abîmer les jouets, ça va être une constante du travail de Paul McCarthy et de celui de Mike Kelley dans les années 80-90. Ce que j'ai une tendance à dégrader l'innocence enfantine que moi j'ai appelé ailleurs dans l'ouvrage que Emma a eu la gentillesse de citer, euh, une forme d'infantilisme trash. Infantilisme trash de ces artistes pour réagir à ce qu'on a appelé à ce moment-là le second âge d'or de Disney, et des représentations sucrées, lisses, très douces du monde de l'enfance. Euh, donc en 90, Mike Kelley aborde ce thème de l'innocence enfantine en proposant ces 2 photographies qui vont être largement reproduites par la suite, qui sont les images d'une performance où 2 artistes, qui sont Bob Flanagan et Sheer Rose, 2 figures de la performance BDSM à Los Angeles, interagissent nus avec des peluches à taille humaine. Donc Sheer Rose à califourchon sur un lapin dans une position qui suggère la pratique d'un cunilingus. Et McKelley a souvent parlé à propos de son travail de fausse pornographie, de fake pornographie. Et Bob Flanagan à côté, également nu, accroupi, sur une couverture, qui frotte des peluches de plus modeste dimension contre ses fesses et son entrejambe maculée de ce qui se présente comme des excréments. Évidemment, là encore, on est dans l'ordre de la représentation. Donc, il s'agit de faire ressurgir la sexualité enfantine dans un univers dont elle a été expurgée, celui de ces objets idéalisés produits en masse, hein, qui donne l'un des titres le titre de l'une des 2 photographies. Cette proposition de Mike Kelley, elle pousse dans ses ultimes retranchements les notions de puérilisme et de comportement infantile, parce que d'ordinaire, un adulte qui se comporte comme un enfant fait l'idiot ou se donne en spectacle, et pour cela prête le flanc au qualificatif c'est bête. Or ici, il n'est plus question ni de bêtise, ni même de régression. On a l'exhibition d'agissements pouvant être ceux de tout jeunes enfants, de très jeunes enfants, notamment Bob Flanagan, qui frotte ses peluches à ses pseudo-excréments et à son entrejambe. Et cette exhibition de ces agissements-là devient profondément obscène, précisément parce que ces agissements ne sont plus le fait de tout petits enfants, mais sont le fait de véritables adultes. Il y a quelque chose qui est même plus de l'ordre de faire l'idiot là-dedans, une régression en deçà de faire l'idiot. Donc la performance n'est plus ni bête ni risible, tellement elle est antisociale en quelque sorte. Montrer ce qui est d'ordinaire gênant, alors même que c'est le fait d'enfants à qui on ne peut pas reprocher leurs actions. Voilà.
Donc pas de désir, pas non plus de motifs de souillure qui relèveraient d'un vocabulaire moral, mais une performance qui a cela de très troublant, qu'elle met en scène une sexualité supposément infantile, mais pratiquée par des adultes, qui ne présente pas vraiment une situation de désir. Elle présente une sexualité enfantine dans une version outrancière et caricaturale, mais parce qu'elle est jouée justement par des adultes. Et là, il est même plus question de s'en prendre à des symboles de l'enfance. Il s'agit vraiment de confronter le rapport du monde adulte, donc ce monde des responsabilités sociales, à l'enfance. Mike Kelley a écrit d'ailleurs que l'enfant et l'adolescent, pardon, c'était des figures d'adultes dysfonctionnels et qui s'intéressaient justement à la dysfonction. Et donc, dans cette performance, il présente précisément des adultes dysfonctionnels, dont le modèle, délibérément dysfonctionnel, dont le modèle, c'est la petite enfance. Et donc, il érige la régression, ici un stade préanal où l'enfant ne maîtrise pas encore la défécation, comme une sorte d'antidote au ludisme généralisé et très aseptisé du monde contemporain. C'est-à-dire, au lieu d'être dans une société de loisirs où les images du loisir, c'est à ce moment-là, je vous disais, le second âge d'or de Disney, c'est la petite sirène, c'est Aladdin, c'est le royaume, etc. Et au lieu de tout cela, au lieu de ce ludisme-là, faire réinvestir un terrain pulsionnel, sexuel eschatologique aux peluches et aux jouets d'enfants. Donc, ce que dit Kelly là-dedans, c'est que le monde doucereux et sucré qui est présenté aux enfants dans les années 90, c'est un leurre et un mensonge. Euh, je passe très vite, là, je voulais opposer dans la même période la manière dont Annette Messager malmène les peluches en les éventrant et celle de Mike Kelley, avec ici pénétration, avec ce côté un peu surréalisant chez Annette Messager, plus poétique en fait et ces constructions qu'elle fait elle-même, que les objets manufacturés qui ont un côté un peu plus grotesque et plus risible euh, chez Mike Kelley, avec pour cible, en tout cas chez Kelley, l'enfance, encore une fois, l'enfance standardisée, l'enfance cible de marketing, part de marché à conquérir, l'enfance de la société de consommation de masse, etc. etc. Ici, c'était simplement pour insister sur cette bannière de Mike Kelley, Pants, Cheater and Proud, donc chieur dans son froc et fier de l'être, PS, Jack off to, branleur aussi, où là il érige la provocation infantile et eschatologique en pratique artistique, manière aussi de se moquer de la posture de l'artiste en permanence, rebelle, etc. Chez Mike Kelley, il s'en prend tout, c'est toujours à double tranchant. Ah oui, ça c'était simplement pour faire un rapport avec à peu près au même moment de l'année suivante, Karen Finlay, la performeuse Karen Finlay, qui dans Tales of Taboo, qui est cette performance-là, à un moment va casser des œufs de Pâques, qui sont des vrais œufs, dans un sac avec un lapin en peluche et se frotter le corps avec le lapin en peluche, c'est ici, puis se recouvrir de paillettes qu'elle va jeter au public. Les performances de Finlay, c'est très différent. Ce sont des monologues avec ces parties plus physiques, hein, assez engagées, contenu féministe assez fort. Et c'est au même moment, il y a des échos assez forts, mais je n'ai pas trop le temps d'insister dessus. Je voulais simplement, sur, encore une fois, ces figures de la destruction et de la destruction enfantine, euh, parler d'autres propositions de Paul McCarthy et de Mike Kelley, notamment Heidi, où il transforme en un véritable enfer le roman autrichien. Dans leur version, donc on est en 92, à la petite Heidi se fait violer par le grand-père, etc. C'est évidemment recours régulier à la scatologie. Et ce qui est très intéressant, c'est que, alors, le savait-il ou pas? Je crois qu'il ne le savait pas. Mais il produit ça en 1992, quelques mois seulement avant que Disney Channel produise une série sur la figure de Heidi, justement, en 1992, dans ce moment de renouveau des studios Disney.
94, c'est Pinocchio. Encore une fois, ces figures de l'innocence enfantine, cette fois. Donc, c'est toujours des dispositifs chez Paul McCarthy, ces sortes de cabanes que vous avez vues, dans lesquelles se produit la performance qui est filmée. Et donc, pendant l'exposition, on a le dispositif dans lequel des vidéos présentant la performance qui a eu lieu sont présentées. C'est vraiment voilà, tout un dispositif d'installation vidéo performance. Et donc, ces performances de McCarthy à ce moment-là visent systématiquement l'univers de l'enfance et ses symboles. Euh, cette fois-ci dans Pinocchio, qui est présenté dans 4 galeries américaines, puis aux États-Unis. Ce sont plus des figures adultes qui incarnent la violence et la perversion. Ce sont des figures enfantines qui incarnent littéralement la régression. Donc, deux pantins de Pinocchio, deux enfants qui s'entraînent mutuellement dans des batailles de nourriture qui versent dans la scatologie. Voilà, ça fait partie des œuvres qui marquent un tournant dans la pratique de Paul McCarthy. Celle-là, elle est d'autant plus régressive que dans sa version new-yorkaise, les visiteurs devaient endosser le costume de Pinocchio pour pouvoir rentrer dans l'installation. Donc, on nous invitait à devenir nous-mêmes ce personnage-là. Ça, c'est l'affiche de l'exposition dans son itération en Europe. Ça, c'est une très, très belle œuvre de McCarthy, très grand format. Baby World, là, on a mieux l'échelle. Elle m'intéressait parce que je voulais, là, maintenant, revenir sur cette question de passage entre le moment où l'enfance, le modèle de l'enfance, c'est encore celui d'une érotique confuse. Et dans Baby World, dans ce très grand format, avec ce dessin un peu frénétique, on a des formes dont on ne sait si ce sont des vulves, des testicules, des vulves qui se transforment en testicules, un clou, on ne sait pas si on a des pénétrations ou pas. On a quelque chose qui se joue sur des espaces euh, informes et en même temps très, très sensibles, des sortes de branchements d'organes sans organes, en quelque sorte, dans cette proposition-là. Et donc, la charge pulsionnelle et érotique, en fait, elle est très, très forte, tout en étant, là encore, complètement non génitalisée. Ça, c'est un des grands prolongements, je crois, et assez réussi. Elle vient d'être acquise par le MoMA, cette œuvre-là. Ça rend beaucoup moins bien dans cette version, comme ça, il vaut mieux regarder celle-là. Il y a ce côté vraiment très confus et très fort. Mais alors là, elle est possiblement sombre, cette sexualité, violente, mais elle est pas ultra violente. Elle n'est pas dans la souillure permanente. Or, à partir des années 90, c'est ce qui va dominer dans le rapport à l'enfance, à la sexualité infantile, et la rendre ridicule. Ça, ce sont quelques images qui illustrent ce second âge d'or de Disney, et je voulais simplement les mettre en parallèle avec de la même manière que McCarthy s'en prend à cet imaginaire sucré, lisse, idéalisé, aseptisé de l'enfance, des dessinateurs d'animation font la même chose au même moment, et notamment Ren and Stimpy, qui vont être un grand hit sur la chaîne Nickelodeon. Ça se présente comme un dessin animé, c'est un chat un peu débile léger et un chihuahua irascible et extrêmement violent, Rennes, qui est ici. Là il a l'air triste, mais en fait, il est complètement fou et prêt à toujours tout casser, lui aussi. Et Ren and Stimpy, exactement au même, donc dans ce moment-là, sont vraiment le contrepoint de ce second âge d'or de Disney. Et j'ai mis cette citation du créateur de Ren and Stimpy, John Crifalucci, que j'aime beaucoup. I think we are destroying the minds of America, and that's been one of my lifelong ambitions. Donc, je crois que nous sommes en train de détruire les esprits de l'Amérique, les esprits états-uniens, et ça, ce qui a été l'une des grandes ambitions de ma vie. Ren and Stimpy encore, avec, on y reviendra si vous voulez dans les questions. 93, qui est également l'année où Paul McCarthy fait Bear and Rabbit on a Rock, le lapin et l'ours qui copulent sur un rocher. La scatologie évidemment omniprésente, avec ici la sculpture Bear, où on se rend compte quand
quand on fait le tour de la sculpture qu'elle est elle est en train de déféquer. Donc c'est un ours géant pluche du type mascotte de parc d'attractions pour enfants, qui est accroupi sur le piédestal. Et donc, là encore, on a cette impression d'exhibition un peu obscène, comme si l'œuvre constituait à elle seule un contre-modèle de comportement social, un manuel de régression ou un anti-manuel d'éducation à destination des enfants. Et c'est le moment où, alors, Ren and Stimpy, évidemment, explore ce registre-là au même moment en permanence. Oui, voilà la citation encore de Falucci. Et alors d'autres éléments avec les jouets utilisés par McCarthy dans ses performances détruits et souillés. Hein, on retrouve virtuellement, tout au moins, le titre de mon intervention, et d'autant plus que l'une des performances de McCarthy, qui s'appelle Classful, elle est connue parce qu'il avait tenté de s'introduire une poupée Barbie dans l'anus. Donc là, quand on a le Ken un petit peu maculé comme ça, évidemment, ça renvoie à tout cet imaginaire-là associé à la figure de McCarthy. D'autres propositions qui tirent le jouet, mettent le jouet cul par-dessus tête, en quelque sorte. Et, et je vais peut-être conclure là-dessus. L'essentiel de la réception de McCarthy, hein, elle relève on parle de rage infantile, de colère, et à ce moment-là, on le prend en fait assez peu au sérieux. S'il s'en prend à des images archétypales de l'enfance avec une rage infantile, en prêtant donc souvent le flanc à l'accusation d'immaturité et de bêtise dans les années 90, c'est qu'il joue d'une posture d'enfant adulte capricieux, qui effraie, qui fait planer le spectre de l'anarchie sociale, des vagues de pulsions violentes réprimées depuis l'enfance qui semblent prêtes à déferler, à remettre en cause les fondements mêmes de tout contrat social. Et apparemment, c'est de se confronter à ces images du potentiel insurrectionnel de l'infantile que vont avoir besoin, et je conclurai là-dessus, les musées et les grands collectionneurs, puisque ces choses-là vont devenir extrêmement à la mode dans les années 2000. Et là, je termine donc avec ces images. Vous voyez là, on retrouve ça c'est Santa Chocolate Shop en 97. Là, on retrouve, on perd le côté pop et trash qui avait quelque chose d'assez comique ou d'assez risible. Et là, on revient à un grotesque vraiment de l'ordre de cet infantilisme très trash, à la limite évidemment de l'abjection, avec ces équivalences permanentes entre le chocolat, les excréments, etc. Voilà, pour qu'on ait un peu de temps de discussion, je m'arrête là. Si j'ai du temps, je continue, mais sinon, je m'arrête là pour qu'on puisse discuter un petit peu. Merci Morgane. Merci Morgane. On est bon au niveau du timing ou... On est super au niveau du timing. Merci. Bon, bah nickel. Alors, je vois qu'il y a une main qui se lève, c'est Lucien. Donc, Lucien, si tu veux prendre la parole. Puis, les personnes qui ont envie de réagir, poser des questions, vous pouvez aussi le faire via le clavier dans la conversation. Oui, pour moi, j'ai levé la main. Attends, la caméra s'active. La caméra. Oui, là, il est activé. Oui, à propos de cet artiste, bah, au niveau de ses illustrations, par exemple, l'illustration que vous avez montré, cette espèce d'illustration un peu érotique, un peu perturbant, un peu mélangé, tout ça. Ah bah, ça m'a rappelé un artiste japonais, il s'appelle Toshio Saki. Bon, je sais pas comment ça se prononce, mais je vous montre simplement la petite couverture, si tout le monde peut le voir. Attends. Ouais. Ouais. Et cet artiste, il mélange un peu trois styles particuliers. Ils vont pas du tout ensemble, mais c'est particulier. Il mélange entre l'humour, l'érotisme et l'horreur. Et on peut voir certaines de ces pages qui sont une ambiance un peu étrange ou très perturbante, comme on peut voir dans les images. Alors,
Ça, il y a il y a une tradition japonaise de manga érotico-morbide qui est très importante, et c'est des choses qui remontent, enfin, c'est des choses on va en trouver des traces dans l'art japonais plus anciens. Vous avez des choses comme ça, même chez Okuzai, hein, avec le rêve du pêcheur ou le songe du pêcheur, ou la pieuvre qui est en train de... Enfin, cette scène assez connue d'une pieuvre qui... Oui, oui, mais je crois, c'est très intéressant, mais c'est pas exactement le même type d'érotisme que celui que c'est bien d'ailleurs, parce que ça nous permet de mieux identifier peut-être celui dont je parlais, euh, qui est beaucoup plus confus en fait, et qui n'a pas de véritables objets. Alors que je crois que dans ce que vous venez de montrer, c'était des objets, il y a des objets de désir, plus clairement Mhm. identifiables, non? Oui, mais après, cet, cet artiste japonais, il est un peu particulier. Et au niveau, l'illustration là, vous êtes en train actuellement de montrer, ça me faisait penser un peu à lui, avec ses styles un peu très simplifiés, le dessin, mais avec plusieurs éléments mélangés, où ça donne cet aspect perturbant. Euh, euh, Vous donner cet aspect compréhensible, mais pas totalement compréhensible au possible. Lucien, tu pourrais nous écrire le nom de l'artiste dans la barre de conversation? Ah oui, bien sûr, et il y a un petit livre, je crois que vous pouvez le trouver, je crois, n'importe quel marché, je crois, comme Amazon ou dans les librairies, si je dis pas de bêtises. Attends, je vais marquer le titre du livre, vous pouvez le trouver. Attends, où c'est? Ah oui, discussion. J'en Discussion. profite pendant que Lucien écrit le titre. Je vois qu'il y a deux autres mains qui se sont levées. Anne-Valérie Gasque, tu veux prendre la parole, Anne-Valérie? Oui, j'avais une réflexion en fait à soumettre à Morgane. On sait tous que les artistes ont, il y a des voies empruntées par les artistes qui consistent à montrer ce que l'on dénie, ce que la société ne veut pas voir. Et je trouve que dans le rapport scatologique ou infantiliste mis en avant ici, il y a un déni encore plus grand. C'est-à-dire, on parle toujours du travail de Paul McCarthy sous l'égide de ce que lui incarne, et il n'y a jamais de remise en question ou de projection du fait qu'il ne fait que parler de l'infantilisation mise à l'œuvre à ce moment-là par la société elle-même. Et donc cette espèce de déni du fait qu'il parle de nous, pour moi, c'est d'abord une grande preuve d'infantilisme, une espèce de CQFD qui vise à désamorcer en fait la puissance de l'œuvre. Et voilà, c'était plutôt une réflexion. Je ne sais pas pourquoi ces stratégies artistiques sont à ce point isolées et désamorcées par la critique, y compris par la critique, en ce qu'elles ne sont jamais retournées, en ce qu'on ne retourne jamais le point de vue. Et Paul McCarthy, précisément, lui, il ne fait que parler de nous, quoi. Oui, 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 je suis tout à fait d'accord. Et ce qui est assez intéressant, qui va dans ce sens-là, c'est que le moment de bascule dans la carrière de McCarthy, qui est ces années 90, il passe par l'Europe. Et donc, en fait, on le voit en partie, mais on ne le voit pas complètement. C'est-à-dire, on ne le voit pas en nous, mais on le voit en Européen qui est content de voir un Américain parler des États-Unis, quoi. Et donc, il nous offre cette vision où là, ça conforte un petit peu enfin, je veux dire, plus ou moins consciemment, hein, ça conforte ces sortes de conflits ou de hiérarchie culturelle en nous montrant notre autre bêtifié en l'américain, dont McCarthy, lui-même américain, états-unien, pardon, ferait la critique. Et donc, évidemment, en Europe, on en est très, très friand à ce moment-là, mais il passe beaucoup plus mal à New York. Euh, et c'est toujours une manière d'aller voir ailleurs, évidemment, hein. Ouais, ouais. Ouais, non, c'est assez juste. Mais je crois aussi que dans la pratique de McCarthy, il parle de nous, il parle beaucoup de lui aussi, en fait. Parce que moi, j'ai été vraiment très frappé à force de fréquenter son travail, et notamment d'avoir été immergé dans ses dessins,
que il y a quelque chose de très vraiment exploratoire dans les années 70, 80 où la violence ou le fait de repousser les limites, c'est encore, on est vraiment dans une exploration qui a trait au corps, qui a trait au désir, qui a trait à la pulsion. Et quand, à partir des années 80-90, moi, je lirais ça aussi au changement géopolitique et économique et au fait que on n'est plus dans la fin des 30 glorieuses, mais on est dans un moment de beaucoup plus grande angoisse. Tout d'un coup, la violence prend une place beaucoup plus importante. C'est plus grotesque, c'est plus grand guignolesque, c'est plus sadique, et c'est ce qui domine encore. Enfin, c'est ce qui le tire encore jusqu'à aujourd'hui avec sa Blanche Neige et tout ça, quoi. Et c'est une vision de la sexualité et du désir et de la pulsion qui est. Il y a aucune rémission possible, hein. Je veux dire, moi, je trouve ça effrayant. Il y a plus un moment où le corps ce sera quelque chose de joyeux dans le dernier McCarthy, quoi. Alors qu'au début, quand il se tartine de ketchup. Alors, je vois une dernière main levée qui est celle d'Inès. Oui, bonjour. Alors, moi, enfin, c'est pas que j'ai une question, c'est que en fait, je comprends pas. Je comprends pas trop si l'artiste, en ce qu'il fait, il dénonce ou franchement, je comprends pas. Je suis désolée, hein, c'est pas que vous avez pas les bons mots, mais c'est juste que je ne comprends pas la démarche artistique. Alors là, je sais pas comment Par exemple, répondre. si on revient sur, par exemple, Heidi qui se fait violer par son grand-père, Ouais. j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire dans cette pièce-là. Il veut pas dire une chose par élément. Là, le problème, quand j'ai dit Heidi se fait violer par le grand-père, j'ai en fait fait une bêtise. C'est-à-dire, j'ai résumé en une phrase une installation vidéo. La vidéo dure 1 heure. L'installation, la performance en avait duré beaucoup plus, etc. Et donc, je l'ai considérablement appauvri. Ce qu'il veut montrer, c'est qu'il y a virtuellement, dans chaque récit d'une enfance un peu idéalisée, etc., etc., je résume, hein, il y a Oui. en fait, ce sont des manières de gommer tout ce qu'il peut y avoir d'extrêmement violent au sein de la cellule familiale. C'est un des grands motifs de McCarthy, les violences intrafamiliales. On en a d'autres performances du même moment qui sont du même ordre. Manière de dire, bah ouais, le mythe de la famille nucléaire, papa, maman, et de l'American Way of Life, en fait, enfin là, c'est pas l'American Way of Life, évidemment, avec Heidi, hein, mais vous m'avez compris. Tout ça, c'est aussi c'est une façade. Et en réalité, il y a des choses beaucoup plus sombres qui existent ou que secrètement on désire, je sais pas. Mais en tout cas, la réalité, c'est pas seulement ces images lissées, quoi. Est-ce que j'ai en partie répondu? Oui, après, c'est juste enfin, je comprends qu'ils prennent des images qui soient d'actualité. Enfin, par exemple, Heidi à l'époque, qui sort après dans Disney, mais du coup, est-ce que en dehors de ça, il a fait des pièces qui ne reprennent pas forcément des contes pour enfants Parce que pour moi, cette violence-là infantile, elle existe, quoi qu'il arrive, mais. Alors, le moment où l'enfance devient une thématique systématique, c'est à partir des années 80-90, au moment où il devient connu par ailleurs, au moment où il y a aussi ce renouveau des studios Disney et je crois un rapport un peu différent à l'enfance dans les sociétés occidentales. Et donc, ça s'explique en partie pour ça. Dans ces performances des années 70 que j'ai montrées au début, il n'utilise pas ou très, très peu, même pas en fait, hein, je crois, ces motifs-là. Ok. Mais après, il y a très peu d'artistes qui dénoncent justement ces sujets-là, que ce soit la pédophilie, que ce soit. Et c'est pour ça que je me demandais si c'était de la dénonciation et en même temps, c'est que je sais pas, ça incite à autre chose, du coup, je sais pas. Je crois qu'il y a très peu de personnes qui dénoncent tout simplement ce genre de choses, malheureusement. C'est de l'ordre de la dénonciation, bien sûr, hein, mais si vous voulez, ça dénonce pas nommément tel fait divers à tel moment. C'est pas ça. Et c'est même pas dire enfin comment dire. Le propos de McCarthy, c'est dire en fait, il y a quelque chose de derrière
les idéaux de belles familles, très normées, etc. En fait, il y a des choses beaucoup plus sombres. Donc évidemment, il y a une partie de dénonciation, mais justement, ce qui fait, je crois, la force de son œuvre, c'est justement que vous ayez posé la question comme ça. C'est-à-dire, c'est pas évident, on ne sait pas, on est perturbé. Et c'est là où son travail il est intéressant, c'est qu'il ne nous donne pas simplement une leçon, en fait. Il va toucher. Il avait cette expression McCarthy. Enfin, ça, c'est un artiste qui a travaillé avec lui, qui s'appelle Martin Kersels, qui me l'avait dit. Il dit, Paul, il cherche le rat en nous. He's looking for the rat in us. Il cherche le rat en chacun de nous. Et c'est ça qui est très intéressant et perturbant. Mais si je peux me permettre, je crois qu'il dénonce aussi la violence dont on est victime tous les jours. Il dénonce la violence des classes politiques, il dénonce la violence de la société du spectacle. C'est comme un espèce d'exorcisme de ceux qu'on absorbe toute la journée sans cette distanciation, en fait, et cette frontalité. Oui. Surtout dans la période récente, ça. Depuis les années 90. Je suis absolument d'accord. Il y a vraiment, il y a des figures de George Bush, il y avait des figures au moment de la guerre en Irak notamment. Il a été très politique. Oui. Et en même temps, il nous renvoie ça à la figure et il nous invite à nous demander où est-ce que nous-mêmes on est là-dedans. Et virtuellement, on est là-dedans. Alors, il y a cette partie-là de critique de la société du spectacle, mais je ne le limiterai pas uniquement à ça. Je crois que ce qui fait sa force, c'est qu'il va toucher quelque chose de plus perturbant encore, moi. Et dont il rend assez bien compte quand il en parle lui-même et qui raconte l'état dans lequel il se met pour faire ses performances, dans un état de quasi-trance, en fait, quoi. Alors oui, on rejoint la question de l'exorcisme, mais ouais. Il critique un petit peu la censure aussi. Non, Pardon ? Non, je me demandais s'il critiquait pas un petit peu la censure aussi, parce que quand on voit les images infantiles justement qu'il récupère à son compte et que à partir tu disais, c'est vrai que dans les années 2000, il y a eu une tendance comme ça à l'outrance, un peu et bien plus organisée, finalement beaucoup plus spectaculaire et léchée que ce qu'a pu faire McCarthy. Mais ensuite, dès les années 2010, il y a énormément de ligues des vertus qui se sont mises à interdire je ne sais combien d'images d'enfants. Je pense par exemple en 2011 à Nan Goldin et ses photographies d'enfants qui n'étaient pas particulièrement choquantes, si ce n'est que c'était des enfants qui s'amusaient à danser avec des vêtements d'une façon un petit peu érotique, mais c'était absolument un jeu pour elle, et c'est ce que montre Nan Goldin. Elle a été censurée pour ça. Je pense qu'il y a cette question aussi de l'imagerie et de cet empêchement, non, aussi un peu chez McCarthy, de voir vraiment, de se confronter à ça. De se confronter à ça. Je ne sais pas s'il cherche à repousser des limites de censure. Je ne sais pas s'il le vit comme ça. Je crois que c'est plutôt des... Enfin, moi, une des seules interactions que j'ai eues avec lui, c'était justement par rapport à Blanche-Neige, où ça vomit dans tous les sens, c'est extrêmement violent, il y a de l'alcool partout, c'est une espèce de soirée d'adolescents qui dégénère dans 2011. Et il regardait la vidéo et il disait, il faut que j'aille... Je dis, qu'est-ce que vous en pensez? Et il me dit, I have to go further. Il faut que j'aille plus loin. Moi, je disais, ouais, en fait, là moi, je trouvais ça déjà too much, personnellement. Je trouve que c'est pas ce qu'il a fait de mieux du tout. Et lui se disait, il faut que j'aille encore plus loin. Et je crois qu'il y a quelque chose de vraiment éthique dans cette exploration de ce qu'il y a de... Pour moi, c'est pas l'artiste politique par excellence, McCarthy. C'est présent dans son travail, mais il met pas ça par... Enfin, comment dire? Et c'est ce que je trouve aussi assez touchant avec lui. Il le met pas... il en fait pas un porte-étendard, quoi. Et c'est là où il est. Moi, je trouve que c'est là où il est fort. Mais... Ouais. Il est, excusez-moi, je fais la maîtresse du temps. Il est 40 et comme il s'agirait de ne pas non plus abuser de notre capacité à regarder les écrans, je proposerais qu'on prenne une pause de
7 minutes. Mhm. C'est-à-dire qu'on se retrouve à 45 et Ok. pour reprendre, on peut conserver des questions, les écrire dans le chat, peut-être y répondre de manière écrite ou en converser par ailleurs, mais juste histoire d'avoir un cadre un peu stable. Je propose qu'on fasse cette petite pause, ça vous va? Et donc, on se retrouve dans 7 minutes. Ok. Parfait. Ok, Emma. Merci beaucoup, Morgane. C'était un plaisir. Merci à vous. J'ai terminé sur Chapman qui ont été mentionnés dans le chat. Hein. Je les avais évidemment, les fuckface, mais j'ai pas eu le temps. Au moins, on les aura vus. Voilà.